Dans l'épisode précédent, on a commencé à voir comment s'y prendre pour se mettre en conformité avec GDPR au niveau organisationnel. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux mesures techniques. Une petite remarque avant de commencer, l'arrivée de GDPR a créé une véritable frénésie chez les équipes marketing des entreprises vendant des prestations ou des produits de sécurité. Une multitude de produits soi-disant certifiés GDPR a vu le jour ces derniers temps. On rappellera simplement qu'un produit certifié GDPR, ça n'existe pas. Il n'y a pas de certification GDPR. Et on précisera que, d'un point de vue technique, GDPR n'impose rien de fondamentalement nouveau, mais plutôt la mise en œuvre de solutions techniques existant déjà depuis de nombreuses années. Précédemment, on a vu qu'il fallait protéger les données personnelles se trouvant dans les espaces de travail. On a fait une analogie avec des coffres-forts pour protéger des billets de banque. Mais ces coffres-forts, ça correspond à quoi quand on veut protéger un poste de travail sur lequel on trouve des données personnelles? Les cloisons, les murs, ça ne suffit pas à protéger une machine qui est connectée au réseau. On va donc aussi créer un périmètre réseau sécurisé à l'aide d'un firewall. Cela permettra de contrôler les entrées au niveau réseau et d'éviter des intrusions depuis l'extérieur. Cela permettra aussi de contrôler les sorties et de potentielles exfiltrations de données depuis l'intérieur. On va chiffrer les disques durs afin que les données ne soient pas exploitables en cas de vol de disque dur par exemple. Ça signifie que le disque sera protégé par un mot de passe de déchiffrement qui devra être suffisamment complexe. On va aussi restreindre ou interdire l'usage de périphériques de stockage nomades, type clé USB ou disque externe, afin de réduire le risque de fuite. On va éviter la compromission des stations de travail en installant des antivirus dont les bases de signature seront régulièrement mises à jour et en intégrant ces stations dans un programme de patch management afin de traiter les vulnérabilités système dans les meilleurs délais. Ces deux mesures limiteront les risques de fuite de données par malware ou autres méthodes d'exploitation de vulnérabilité. Sur ces postes, on va aussi mettre en place un contrôle d'accès avec des comptes individuels protégés par mot de passe par exemple. Ça évitera que des personnels non autorisés ne se servent des équipements. Et ça permettra en plus de savoir qui fait quoi. En effet, on n'oubliera pas de récupérer de manière centralisée les logs d'authentification, afin de savoir qui utilisait la machine concernée en cas d'incident sécurité. Les données en transit, ce sont les échanges de données entre sites ou bâtiments distants. Par exemple, entre des bureaux et un data center, entre plusieurs data centers distants, etc. La particularité ici, c'est que le chemin réseau suivi par les données ne se limite plus au périmètre d'un bâtiment contrôlé par l'entreprise, mais qu'il traverse aussi des espaces publics ou semi-publics et des espaces contrôlés par d'autres entreprises, des opérateurs par exemple, et sur lesquels les possibilités de contrôle sont réduites ou nulles. On va donc être dans l'obligation de chiffrer ces données ou ces transferts pour pouvoir garantir la confidentialité. Ici, on a plusieurs options. Les données peuvent être chiffrées avant d'être transférées et déchiffrées à l'autre extrémité. Une autre solution, c'est d'avoir recours à des protocoles de transfert qui intègrent le chiffrement de manière native. Par exemple, on peut utiliser HTTPS, qui est chiffré, au lieu de HTTP, qui ne l'est pas, ou bien SFTP au lieu de FTP, etc. La plupart des protocoles couramment utilisés pour les échanges distants ont une variante chiffrée. Enfin, on peut chiffrer l'intégralité des flux en configurant des VPN entre les sites distants. Cette solution a l'avantage de garantir un chiffrement intégral des transferts, tout en laissant une grande flexibilité en termes de protocole d'échange pour les machines et serveurs concernés.
On a vu les données en transit. Mais qu'en est-il des données au repos? On va partir d'un exemple. On imagine une chaîne de dématérialisation de formulaires papier. Les formulaires sont remplis par des clients, qui les envoient ensuite à l'entreprise, etc. Dans ce formulaire, on va par exemple trouver un nom, une adresse, un numéro de téléphone, une signature, qui sont des données personnelles. Sur le site de traitement du courrier, on fait passer ce formulaire dans un scanner, qui va générer un fichier image à partir du document. On vient de créer une nouvelle copie des données personnelles initiales. Ce fichier image va ensuite être transféré vers un serveur de fichiers dans un data center par exemple. Là, un serveur de traitement va venir récupérer une copie du fichier image et va effectuer un travail de reconnaissance de caractères. Il va générer des fichiers temporaires avec les données texte reconnues et une image vectorielle de la signature par exemple. Et puis, comme les systèmes ne sont pas toujours infaillibles, le système peut relever une ambiguïté nécessitant l'intervention d'un opérateur humain pour validation. Cet opérateur va copier le fichier image sur son propre poste, ainsi que le fichier temporaire. Il va analyser l'ambiguïté afin de débloquer le processus automatisé. L'étape suivante, ce sera l'injection de ces données texte dans une base de données. Et là, on pourrait avoir un développeur ou un administrateur qui récupère un export de la base de données pour des tests par exemple. Enfin, on va aussi avoir un système de sauvegarde qui va entraîner des copies supplémentaires sur un système dédié au backup. Et là, on réalise une chose. On se rend compte qu'au départ, il n'y avait qu'une seule instance des données personnelles, en l'occurrence un formulaire papier. Mais en fin de processus, on se retrouve avec de multiples instances de ces données personnelles, disséminées sur plusieurs machines différentes, se trouvant dans des lieux distants les uns des autres. Et puis, il y a en plus toutes sortes de personnes qui accèdent à ces différentes machines, que ce soit via le réseau ou sur place. Par exemple, des supports IT ont probablement accès, au moins occasionnellement, au poste de l'opérateur. Donc voilà, on a beaucoup d'instances de cette donnée personnelle, on a beaucoup de monde qui a potentiellement accès à ces instances. Comment on sécurise tout ça? Les données personnelles ne sont pas le nouveau pétrole, ce sont des déchets toxiques. Les entreprises devraient en créer le moins possible. Elles devraient les placer en sécurité et éviter de les mettre en contact avec des gens. Et elles devraient s'en débarrasser rapidement. Et à partir de là, on peut commencer à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on sait vraiment où se trouvent les données personnelles, y compris les différentes copies qui sont faites ici et là? Est-ce qu'on a suffisamment restreint l'accès à ces données? Est-ce que ces données sont bien chiffrées? On peut subir des pertes ou des vols? Est-ce qu'on a bien fait ce qu'il fallait pour rendre ces données illisibles à autrui? Est-ce que ces données sont bien supprimées dans les délais prévus? On aura peut-être détruit les formulaires initiaux, on aura peut-être aussi détruit dans les temps les enregistrements en base de données, mais quid de toutes les autres instances restantes? On va donc avoir plusieurs choses à faire. Tout d'abord, on va éviter la multiplication des instances, autant que possible, parce que plus on a d'instances, plus le suivi de ces instances va être complexe. Ensuite, on va inventorier ces instances dès leur création. Pas seulement la donnée initiale donc, mais bien toutes ces instances, autrement dit toutes ces copies, pour savoir où sont les données personnelles. On va éviter ou interdire les instances locales, c'est-à-dire les copies sur des équipements individuels type PC ou laptop par exemple. Parce qu'on va avoir beaucoup de mal à contrôler ces copies, l'usage qui en est fait, et puis surtout à s'assurer de leur destruction. On va restreindre les accès sur l'ensemble des points de stockage. Il faut que seules les personnes habilitées à travailler avec ces données personnelles puissent y accéder. On va chiffrer les données personnelles. Cela inclut les fichiers, y compris les fichiers temporaires, s'ils sont conservés un certain temps, les enregistrements de bases de données, et puis les backups. On va contrôler la suppression de l'ensemble des instances. On va faire en sorte de garder aussi une trace de la suppression, en plus de la création.
Cela nous permettra de prouver que nous supprimons bien les données dans les délais prévus. Enfin, on va loguer les accès et opérations sur ces données, notamment les accès en lecture, puisque ce sont des données confidentielles, mais aussi modifications, export, copie, suppression, etc. Cela implique que les opérateurs soient identifiés et identifiables, et donc qu'ils aient des comptes individuels. Alors concrètement, le suivi des données personnelles dans la chaîne de traitement, ça peut prendre quelle forme? Eh bien, voici un exemple. Au moment de la création de l'instance de données personnelles, on enregistre cette création. On identifie l'instance avec un ID, mais aussi la donnée initiale. Ici, c'est le data ID, qui sera commune à toutes les instances d'une même donnée. Son format, sa localisation physique ou logique, et la date de cette création. Lors de la suppression, on enregistrera aussi la date de suppression. Pour chacune des instances, il va y avoir des actions qui vont être effectuées par des agents humains ou logiciels et qu'on va loguer. On va être en mesure d'alimenter cette base de traçabilité des instances dans la chaîne de traitement. On va rajouter des lignes de code à chaque nouvelle action pertinente, à chaque nouvelle copie, à chaque transfert, à chaque suppression par exemple, afin de loguer toutes ces informations de suivi de manière ordonnée et centralisée. Cette base va nous permettre de faire le suivi en nous indiquant où se trouvent les données personnelles et si elles ont été supprimées ou non, dans le respect des délais contractuels de rétention ou non. Elle nous permettra aussi de prouver, en cas d'audit, que nous savons localiser les données et que nous les supprimons dans les délais prévus. Enfin, elle nous permettra de tracer les actions des différents intervenants de la chaîne. Il y a des cas où travailler avec des données personnelles est absolument exclu. Par exemple, les archives définitives, ou bien encore les jeux de test utilisés pendant le développement, en environnement de recettes et de pré-production. Est-ce que ça signifie pour autant qu'on doit renoncer à conserver des données sur de longues durées ou à faire des tests? La réponse est non, mais on va devoir avoir recours à l'anonymisation pour ça. Anonymiser des données personnelles, ça revient à casser la nature identifiante de ces données. Avoir recours à l'anonymisation, c'est se libérer des contraintes liées aux données personnelles. Si vous allez dans un supermarché, vous avez peut-être une carte de fidélité. Cette carte vous permet d'avoir des réductions et permet à l'entreprise de connaître vos habitudes d'achat et le type de produits susceptibles de vous intéresser, en vue de faire du marketing ciblé bien sûr, mais aussi de réaliser des études statistiques plus globales. Dans ce deuxième cas de figure, les données peuvent parfaitement être anonymisées, ça n'impactera pas les résultats. Comment est-ce qu'on s'y prend pour anonymiser des données? Voici une base d'exemples. Les combinaisons indiquées en rouge ont un caractère identifiant et permettent potentiellement d'identifier la personne. Le numéro de téléphone permet souvent une identification directe. La combinaison nom-prénom peut, selon le contexte, permettre une identification. Même chose pour l'adresse complète. Afin de transformer ces données de production en données anonymisées, nous allons devoir casser le caractère identifiant de ces différentes informations. Il y a un système de vérification d'intégrité dans le traitement. On a donc des contraintes qui sont les suivantes. Il va falloir que le code postal corresponde bien à la ville. Les 2 premiers digits du numéro de téléphone doivent eux aussi être conformes à la ville. De plus, pour les besoins du test, il faut que les noms et les adresses soient à peu près vraisemblables. On va commencer par créer une base de test qui aura la même taille que la base de production, avec les mêmes champs. On commence par recopier tel quel les 3 derniers champs. On applique ensuite une fonction de modification aléatoire sur tous les enregistrements dans leur champ téléphone. Cette fonction conserve les 2 premiers digits et fait un random de 0 à 9 pour chaque digit suivant. Pour le champ adresse, on va faire un select random depuis la base de production. On va ensuite passer une fonction de modification aléatoire qui fait un random de 1 à 99 pour chaque digit qu'elle rencontre. Pour le champ nom, on va faire un select random depuis la base de production. On va ensuite passer une fonction de modification aléatoire qui
qui fait un random de A à Z de la première lettre. Pour le champ prénom, on va faire un select random depuis la base de production. Et voilà, on a créé une base de test. On va quand même vérifier qu'on a bien anonymisé les données en faisant 3 tests. On va chercher l'ensemble des combinaisons identifiantes présentes sur la base de production et confirmer qu'elles n'existent plus pour aucun enregistrement dans la base de test. Bien entendu, si on n'a pas de contrainte d'intégrité, on peut générer des bases de test en utilisant uniquement des données aléatoires, ce qui est encore plus efficace. Si vous êtes prestataire et que c'est le client qui fournit les données personnelles, vous pouvez peut-être lui demander de fournir lui-même un jeu de test. Il faut être en mesure de détecter les incidents. Cela implique de mettre en place des systèmes de monitoring qui repèrent les anomalies dans les activités de production. On fait déjà du monitoring. On récupère des logs de différents types qui peuvent être produits au niveau du réseau, des systèmes de gestion de bases de données, des serveurs d'authentification, etc. On va observer ces logs et on va définir une baseline qui correspondra à une situation standard normale. Il y aura généralement une différence entre la situation réelle, celle qu'on observera dans le monitoring, et la baseline qu'on aura définie. Il faudra analyser cet écart. On fixera donc un seuil à partir duquel on qualifiera l'écart d'anomalie et on lèvera une alerte pour qu'une investigation soit lancée. On va prendre quelques exemples concrets. On pourrait imaginer avoir des opérateurs dont les horaires de travail sont dans la plage 7h-18h. Cette plage horaire va être notre baseline. Les opérateurs travaillent depuis un réseau bien défini, le réseau 10.21.96.0/24. On dispose côté monitoring de données NetFlow. Ces données sont un historique des flux réseau, avec date, horaire, source, destination, protocole et volume transféré. On confronte notre baseline à ces données. On observe une anomalie, un transfert volumineux à un horaire inhabituel. On a peut-être détecté une tentative d'exfiltration de données. Imaginons maintenant que nous avons des flux de production qui ne se font en principe qu'entre des adresses privées en 10 points quelque chose. C'est notre baseline. On dispose de log firewall. Ici encore, il s'agit d'historique de flux réseau, mais cette fois-ci uniquement concernant l'établissement de connexion. On teste ces données par rapport à notre baseline. Et ici encore, une anomalie qu'il faudra investiguer. Une connexion vers une adresse internet publique. Dernier exemple, les horaires de travail de l'employé John Doe sont dans la plage 6h-23h. En effet, les bureaux sont fermés en dehors de ces horaires et John ne peut pas travailler à distance. Cette plage horaire est donc notre baseline pour les activités de John Doe. On va se servir des logs d'authentification Active Directory cette fois-ci, qui indiquent les horaires de login des comptes utilisateurs. On filtre sur les lignes pertinentes, celles correspondant au compte de John. On confronte ces données à la baseline. On détecte alors une anomalie. Celle-ci nous met peut-être sur la piste d'une compromission du compte de John. C'est donc de ce type d'analyse qu'il faudra se servir si l'on veut pouvoir détecter les fuites de données autrement que par la presse. C'est ainsi que s'achève cet épisode relatif à la mise en conformité d'un point de vue technique. Gardez bien à l'esprit que les solutions techniques sont nombreuses et diverses, et que vous êtes absolument libre de choisir celles qui vous conviennent le mieux. D'un point de vue GDPR, seul le résultat compte.